La consommation d'alcool n'a plus vraiment la cote auprès des jeunes générations, une tendance qui s'observe un petit peu partout dans le monde et ce depuis plusieurs années. Alors, sommes-nous entrés dans l'ère de la sobriété heureuse et comment expliquer ce changement de paradigme? Pour en parler avec nous, nos invités du jour, Mickaël Nassila, professeur des universités et président de la Société française d'alcoolologie et d'addictologie. Bonsoir Mickaël Nassila. En ligne également avec nous, Cédric Couvez, entrepreneur, DJ, producteur entre autres. Vous avez créé le podcast Jour 1 Sober Club et vous accompagnez des femmes et des hommes vers ce que vous appelez la sobriété heureuse. Vous nous direz justement dans un instant de quoi il s'agit. Mais avant cela, nous allons voir avec vous, Pascal Vessé, ce que disent les études récentes sur la question avec ces jeunes générations qui boivent donc nettement moins d'alcool que leurs aînés au même âge. Bonsoir Pascal. Alors, bonsoir Nicolas. Concrètement, où est-ce que l'on observe avant tout cette baisse ? Un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, d'abord, où un récent sondage de l'Institut Gallup le confirme, chez les 18-34 ans, 5 jeunes sur 10 boivent de l'alcool aujourd'hui contre 6 sur 10 il y a 3 ans. Et le phénomène ne se limite pas aux États-Unis. En Australie, une étude de l'université Flinders montre que les jeunes de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, sont près de 20 fois plus nombreux à s'abstenir totalement d'alcool que leurs grands-parents, la génération des baby-boomers. Et au Royaume-Uni aussi, la tendance se confirme. Plus d'un jeune de 16 à 24 ans sur 4 ne boit plus du tout d'alcool aujourd'hui. Et en France, le phénomène est tout aussi net. Près de 20% des jeunes de 17 ans n'ont jamais bu d'alcool, contre seulement 7% il y a 20 ans, selon Santé publique France. Alors Pascal, est-ce que c'est vraiment une tendance mondiale ? C'est là toute la nuance. Ce recul touche surtout les jeunes des pays riches. Amérique du Nord, Australie, Royaume-Uni, Europe du Nord et de l'Ouest. Une étude de la revue scientifique Addiction publiée en 2025 confirme cette baisse chez les adolescents de ces régions depuis les années 2000. En revanche, l'OMS observe une tendance inverse dans certaines zones d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, au Vietnam notamment, où l'on enregistre la plus forte hausse de consommation au monde depuis 2000, ou encore au Laos. Là-bas, l'alcool est devenu un signe de distinction à l'inverse de ce qui se passe en Occident. Alors, est-ce que cela veut dire que les jeunes ont complètement arrêté de boire lorsqu'ils font la fête, par exemple, ou est-ce qu'ils ont juste remplacé l'alcool par autre chose ? Ils n'ont pas arrêté de faire la fête, pas du tout. Et c'est le point important, ils ne boivent pas zéro, ils boivent différemment. On voit chez eux une explosion du dry January, prolongé sur plusieurs mois, et un vrai engouement pour les bières et vins sans alcool. En France, les ventes de bières sans alcool ont grimpé de plus de 11% en un an. Autre signe de ce changement, les mocktails, ces cocktails sans alcool, on en trouve de plus en plus dans les restaurants. Bref, des jeunes plus sélectifs, ce qui ne veut pas dire plus sages, Nicolas. Merci beaucoup Pascal Vessé pour cette exposition donc, de la sociologie de l'alcool dans le monde actuellement. Merci Pascal. Mickaël Nassila, on vient de le voir, hein, c'est une tendance quasi mondiale à l'exception effectivement de quelques pays. Alors comment expliquer cela selon vous ? Est-ce que tout d'abord le regard porté sur l'alcool a changé ces dernières années ? Oui, alors beaucoup en France, hein, avec l'arrivée de ces campagnes ou mois sans alcool. Et puis on a changé nos repères de consommation en 2017, avec une communication axée sur toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et donc là, je pense que les jeunes sont beaucoup mieux informés des risques pour l'alcool sur la santé. Et puis il y a aussi l'effet Covid, hein, où on voit aussi que ceux qui font le mois sans alcool sont ceux qui se préoccupent le plus de leur santé et peut-être aussi du niveau de la consommation d'alcool. Donc il y a aussi cette période-là. Et puis il y a les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme le tabac, c'est un peu moins tendance de boire de l'alcool. L'ivresse est beaucoup moins valorisée. Et puis les jeunes, ce qu'ils disent aussi, c'est ils ne veulent plus perdre le contrôle sur leur comportement. Justement, chez la génération Z, l'abstinence, elle est presque rentrée dans les mentalités aujourd'hui. Oui, parce que on est fait face à une dénormalisation finalement de la consommation d'alcool. Comme ça a été dit, il y a plus de communication sur les boissons sans alcool, des événements sans alcool. Donc ça, je pense que ça ancre bien et les jeunes sont très réceptifs. Ce sont eux qui participent le plus, notamment au mois sans alcool. Donc cette génération-là, fait face à cette évolution. Mais bon, on en dira deux mots. Attention, hein, c'est pas parce qu'une génération
diminue sa consommation d'alcool, que dans le temps, ça se conserve. Donc il faudra continuer à regarder ce qui se passe au niveau de cette génération Z. On va voir ça effectivement dans l'avenir. Cédric Couvez, je voulais avoir votre témoignage aujourd'hui. Vous accompagnez, je le disais, des femmes et des hommes vers ce que vous appelez la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de sobriété heureuse? Un terme d'ailleurs qui est né de votre propre expérience. Ça fait 2 ans que vous ne consommez plus d'alcool. Oui, tout à fait, Nicolas. Ça fait effectivement un peu plus de 2 ans maintenant que je suis abstinent et moi j'ai découvert vraiment un nouveau continent. En fait, en devenant sobre, je n'ai rien perdu, j'ai tout regagné, à commencer par ma liberté, ma maîtrise personnelle, mon contrôle que j'avais perdu depuis bien longtemps. J'ai évolué dans des milieux plutôt festifs. J'étais journaliste en presse pour le quotidien 20 minutes. Je m'occupais notamment des chroniques mondaines. J'ai été également chroniqueur télé, DJ, producteur, publicitaire. Bref, dans des environnements qui, pour le coup, encouragent plutôt les pots. Et moi, j'avais pas la maîtrise. Et en fait, l'idée, c'est que depuis 2 ans, j'ai découvert effectivement qu'on pouvait être tout aussi heureux, voire bien plus, évidemment, en devenant sobre, complètement sobre. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre avec Jorin, qui est un Sober Club. En fait, l'idée, tout simplement, c'est de pouvoir mettre en lumière et visibiliser l'idée d'une sobriété heureuse, l'idée du fait que on regagne de la liberté, on regagne du contrôle sur soi, et de transmettre également à travers Instagram, Jorin.soberclub ou toutes les plateformes d'écoute, chaque mardi, tendre le micro à un invité qui nous raconte son parcours de sobriété heureuse. Et justement, je rebondis sur ce que disait Mickaël Nassila il y a quelques instants. Vous avez remarqué effectivement que les modèles aujourd'hui, les influenceurs sur les réseaux sociaux, sont plus du tout dans la mode ou dans la transmission justement de cette mode de la consommation d'alcool. C'est ce que vous remarquez également au quotidien avec les témoignages que vous avez. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai été bercé dans une génération qui idolâtrait, par exemple, le Club 27. On rêvait tous d'être Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Bon, faut pas oublier que ces gens-là étaient malades, malheureusement, et que cette maladie s'appelle l'addiction. C'est une maladie qui est chronique et aujourd'hui, effectivement, à travers le Sober Podcast, tous les mardis, je tends mon micro à des personnes qui sont influentes, qui sont leaders d'opinion. On peut en voir quelques-uns qui défilent à l'écran. L'idée, c'est d'avoir des DJ producteurs, des humoristes, des influenceurs qui vont prendre la parole de façon totalement vertueuse. Aujourd'hui, c'est plus un fardeau, on se cache plus d'être sobre, au contraire, ça doit être totalement revendiqué et c'est vraiment le but du Sober Club, c'est vraiment le but du Sober Podcast, c'est de visibiliser le fait qu'on peut être vraiment très heureux en étant sobre. C'est pour moi une exploration d'un nouveau continent, une reprise en main de sa destinée et ça, c'est vraiment fantastique. Justement, Mickaël Nassila, dans l'analyse que l'on peut faire de cette tendance où les jeunes modèrent de plus en plus leur consommation, est-ce que la question de la santé physique et mentale est-elle justement au cœur des explications par rapport à cette nouvelle tendance? C'est une des fortes hypothèses. On parle beaucoup de santé mentale des jeunes en ce moment, l'après-Covid. Est passé par là, donc on fait très attention à sa santé, on veut une meilleure hygiène de vie, on parle beaucoup d'un meilleur sommeil, on veut des meilleures performances cognitives, on parle plus d'activité physique, on fait attention à son corps, donc je pense que c'est ça aussi qui motive beaucoup, comme ça a été dit là, c'est pas ce qu'on va perdre, c'est ce qu'on va gagner en buvant moins, en faisant moins d'excès, et cette communication positive marche beaucoup auprès des jeunes, donc oui, c'est très lié à la santé en général et à la santé mentale, effectivement. Vous pensez vraiment que les campagnes de prévention de ces dernières années ont vraiment joué un rôle? Ça a joué un rôle majeur. On le voit, on le mesure maintenant. On mesure les participants à ces campagnes, on regarde l'effet, il y a des effets à long terme de diminution de la consommation d'alcool. On s'informe, on télécharge des applications smartphone pour s'aider à tenir dans le temps et on voit que ça marche. On a de plus en plus de participants. Donc le message l'alcool serait bon pour la santé tombe complètement à l'eau et c'est plutôt c'est prendre conscience de son niveau de consommation d'alcool, comme ça a été dit. Quand on est jeune, on peut avoir des problèmes aussi qui font qu'on peut tomber assez facilement dans l'addiction ou dans d'autres addictions. Et donc les gens comprennent que l'alcool c'est une drogue, c'est ça qu'il faut dire, et que quand on est jeune il faut faire très attention et que même si on parle beaucoup de génération Z et diminution de la consommation d'alcool, attention, nos enquêtes aussi dans le même temps montrent qu'on a toujours 25% des jeunes en 2024 qui ont des alcoolisations ponctuelles importantes. Donc il y a toujours quand même un certain comportement qui persiste, ce fameux binge drinking en France. J'allais justement vous poser la question, Mickaël Nassila. Le binge drinking, ça concerne 25%, vous dites, des jeunes consommateurs. On le rappelle, c'est une consommation excessive dans une recherche intentionnelle d'ivresse rapide. C'est ça en quelques mots.
Voilà, c'est 4 à 5 verres cinq verres en une occasion pour un ado, mais après le binge drinking chez les jeunes adultes, on est à 6-7 verres en 2 heures et on peut multiplier ça par 2, par 3. Hein, ça peut aller vraiment, on parle de binge drinking à haute intensité ou binge drinking de l'extrême. Donc certains continuent à adopter ce type de comportement qui fait l'objet de recherches intensives actuellement en France. Cédric Couvès, vous, dans les témoignages que vous récoltez effectivement dans votre podcast, vous indiquez depuis le nombre de jours, depuis quand vos invités sont sobres. J'ai repéré le témoignage de Savannah, c'est une jeune femme de 24 ans, et ça fait écho à ce que nous disait Mickaël Naassila il y a un instant. Elle disait « Je n'ai jamais réussi à boire de façon modérée. De tout ce que je consommais, je détestais le goût, en vrai, mais j'avais peur d'être chiante en arrêtant. » Ça résume assez bien l'ensemble des témoignages que l'on peut lire effectivement sur votre site et qu'on peut entendre dans votre podcast, le témoignage de Savannah. Oui, tout à fait. En fait, l'addiction et la consommation d'alcool, c'est toujours en double phénomène. D'un côté, il y a la recherche de combler un vide qui est abyssale et de l'autre côté, une tempête émotionnelle qui est hyper difficile à contrôler. Et en fait, souvent, c'est des personnes qui sont assez sensibles, voire hypersensibles. Et effectivement, avec l'effet d'entraînement, l'effet de groupe, c'est génial aujourd'hui d'avoir des modèles qui se disent « non, moi je suis sobre et je vais très bien, je m'amuse ». Alors évidemment, il y a forcément des heures un petit peu fatidiques où on quitte la fête et c'est pas grave, on va se reposer et ça fait du bien aussi. En fait, l'idée, c'est de montrer que effectivement aujourd'hui, la sobriété, c'est pas quelque chose de chiant. Souvenez-vous quand Léa Salamé a interpellé Artus sur son plateau, elle lui disait maintenant vous êtes devenu chiant, mais arrêtez 2 minutes. Aujourd'hui, il y a rien de plus punk que d'être sobre. C'est ça qui nous fait vraiment nous distinguer du groupe et ne pas être en mouton. Donc oui, la sobriété peut être heureuse et c'est ça qui est génial. Justement, vous parlez de sobriété heureuse, effectivement, Cédric Couvès régulièrement. Mickaël Naassila, on le disait tout à l'heure avec Pascal Vessé, une tendance qui se remarque surtout dans les pays riches, mais il y a un décalage dans beaucoup de pays où là, par contre, la consommation d'alcool reste importante et dangereuse auprès des 15-25 ans. Oui, tout à fait. On a tendance à dire que effectivement, c'est un comportement qui venait des pays nordiques, ensuite Angleterre, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui s'est quand même bien dispersé un peu partout dans le monde. Après, c'est là que les campagnes de prévention, notamment ciblant les jeunes, sont importantes. Et les pays vont mettre certains accès soit sur des politiques publiques visant à jouer sur les taxes ou sur l'alcool au volant, et puis d'autres vont accentuer. Ici, vous voyez qu'en France, on a du retard un petit peu sur l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, par exemple. Donc c'est un message très très fort. Ou bien zéro alcool au volant. On devrait arriver à ce type de message qui est finalement très très clair. Attention, l'alcool peut être dangereux quand on est jeune. Donc là, après, c'est chaque pays qui développe au niveau mondial. Et d'ailleurs, on a tous des repères de consommation qui sont différents dans le monde, qui va développer ses propres politiques publiques. Mais nous, on doit vraiment mettre l'accent sur ces populations vulnérables parce qu'on s'est aperçu ces dernières années en France avec la recherche que consommer de manière intensive très tôt, c'est vraiment un facteur de vulnérabilité à devenir alcoolodépendant à l'âge adulte. Donc c'est vraiment majeur comme message. Mickaël Naassila, est-ce que l'alcool a été remplacé, on va dire dans les pays d'Europe, les pays d'Occident, est-ce qu'il a été remplacé par d'autres substances? On parle souvent dans l'actualité du protoxyde d'azote, des ballons hilarants, voire même de certaines drogues dures. Est-ce que avec les études et les remontées du terrain que vous avez, vous vous êtes rendu compte que justement cette consommation d'alcool chez les 15-25 ans a été remplacée par d'autres substances? Je ne sais pas si on peut dire remplacer, mais on peut dire que de toute façon, quand il y a protoxyde d'azote, il y a souvent des consommations d'alcool. Ça vient souvent ensemble. Les dernières études indiquent ce phénomène. Remplacement, on ne peut pas encore le dire, mais vous voyez que on est plutôt dans le cadre ici de comportement à risque. Il faut lutter ici contre des comportements à risque. Et l'alcool, on peut mourir d'une surdose d'alcool, une overdose d'alcool, c'est un comportement à risque. Donc oui, il y a d'autres drogues. On parle beaucoup du cannabis, du protoxyde d'azote, de la kétamine aussi, par exemple. Donc oui, il y a ce type de drogue et de comportements un peu très dangereux, avec des substances très dangereuses, des stimulants aussi. Donc voilà, là on n'a pas encore une vision très nette parce que oui, l'addiction c'est vraiment substance ou comportementale, cannabis, addiction au jeu, cible des jeunes aussi, ou d'autres comportements très dangereux comme le protoxyde d'azote où on s'aperçoit que ça déclenche des dommages très forts et de l'addiction aussi.
Donc vous voyez que c'est finalement une approche globale qu'il faut avoir. C'est pas que l'alcool. Et l'alcool, c'est un comportement à risque qui va venir aussi peut-être avec d'autres comportements. Et la prévention doit devenir un petit peu multi-facette comme ça. On doit parler vraiment des différentes substances, etc. auprès des jeunes et pas se focaliser sur un produit. Effectivement, une prévention multifacette. Cédric Couvez, je vous laisse le mot de conclusion. Ce que vous dites dans votre podcast, c'est que tout se joue le premier jour, le jour de la décision où l'on décide d'arrêter de boire, de devenir sobre. Alors effectivement, j'ai appelé le podcast Jour 1 et l'écosystème du Sober Club, puisque l'idée c'est de pouvoir faire effectivement de la prévention, de l'accompagnement également avec une formule de Sober Coaching, de la prévention en entreprise. Je fais ma première conférence auprès d'Universal Music fin septembre et l'idée c'est toujours de transmettre qu'effectivement en Jour 1, c'est un jour qui est très important. C'est une pierre angulaire dans la décision, dans le processus. Évidemment, avant toute chose, il faut absolument en parler à son médecin, c'est hyper important. L'avis médical, suivez votre médecin, parlez-lui. C'est hyper important. Et puis l'idée ensuite, c'est de pouvoir se documenter, de trouver effectivement des sources d'inspiration pour comprendre que ce jour 1 peut se transformer en jour 2, en jour 3, en jour 1000, en jour 10 000. Et voilà, c'est ça un petit peu l'idée, c'est de faire en sorte que jour après jour, on réapprenne à trouver des bonnes habitudes dans l'abstinence, qu'on ne perd rien, qu'on regagne tout. C'est vraiment le message que je souhaite faire passer à vos auditrices et à vos auditeurs.